Ok. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire une petite présentation de Maxime Ouellette sous forme de bullet points. Donc déjà, pour commencer, qui est-il? On n'a pas beaucoup d'informations sur sa vie personnelle, pardon. On sait juste que c'est l'homonyme d'un gardien de professionnel de hockey québécois. Plutôt pour son parcours académique, du coup, il est détenteur d'un doctorat en études politiques de l'Université d'Ottawa. Suite à ça, il a fait un stage d'études postdoctorales à la chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie à l'Université du Québec à Montréal. Pour ce qui est de ce qu'il fait maintenant, il est professeur à l'unité École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Il est chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société, ainsi qu'au groupe de recherche sur l'information et la surveillance au quotidien. Aussi chercheur associé à l'Institut de recherche en information socio-économique, et en dehors du milieu plutôt universitaire, il est aussi écrivain de livres au sujet du capitalisme cybernétique, la tyrannie de la valeur et sur les mythes en lien à la hausse des frais de scolarité et l'économie du savoir. Pour ce qui est de ses domaines de recherche et d'investigation plutôt liés à l'économie politique de la communication, à la sociologie économique et politique, aux théories politiques critiques, à la société de l'information et l'économie du savoir, aux médias sociaux, à la surveillance et au big data. Maxime Ouellette s'intéresse particulièrement au monde digital, aux médias, vous l'aurez compris, à la cybernétique, au capitalisme numérique. Et il est très concerné par la perspective marxiste qu'il applique au domaine du monde digital et au concept de société et aux éléments qui la constituent et la façonnent. Pour ce qui est de ses points de vue et de ses opinions, il se positionne de manière critique vis-à-vis du modèle capitalisme et des dynamiques de domination dans le monde numérique, optant souvent pour une vision marxisme de l'espace numérique. Et de ce que j'ai noté sur les différences avec l'intervenant précédent, Bilal Benbouzid, qui s'est placé de manière plutôt neutre, j'ai envie de dire, quant à la technique, Maxime Ouellette se positionne de manière beaucoup plus critique, plutôt dans une perspective de non-neutralité du domaine de la technique. Voilà. Je vais y aller. Je vous remercie pour la présentation. Je ne sais pas si vous avez pris vos informations sur ChatGPT ou... Non, je blague. Je vous remercie pour l'invitation. Ça fait plaisir parce que c'est assez rare que je suis invité à l'étranger, donc je vais en profiter. Demain, je serai là avec vous également. Effectivement, comme la présentation qui a été faite de moi, je trouve ça malaisant de me faire présenter. Je m'excuse, je ne me considère pas comme un auteur. Puis je suis un peu mal à l'aise que vous ayez lu mes textes, puis j'ai lu vos questions. Monsieur Ouellette, je ne suis pas habitué, je ne fais pas lire mes textes aux étudiants. D'ailleurs, je ne me considère pas comme un auteur. Donc, je suis désolé c'est pas de la fausse humilité, mais je ne suis pas encore rendu à ce statut, je pense. Mais effectivement, ma réflexion, elle se situe donc dans la théorie critique au sens large, peut-être pas plus marxienne que marxiste. D'ailleurs, je suis beaucoup inspiré, j'en parlais avec Olivier, d'un auteur, un vrai auteur cette fois-ci, qui est sociologue suisse, qui s'appelle Michel Freytag, que vous connaissez peut-être pas, puis j'aurai l'occasion mercredi, je pense, de faire une présentation sur Freytag. Donc, il se situe lui aussi je pourrais dire, dans la théorie critique près de l'école de Francfort, sans nécessairement en faire partie. Donc, ma perspective est plutôt marxienne que marxiste en ce sens-là. Vous verrez, puis on pourra en discuter par la suite. Et donc, certains d'entre vous, du moins les étudiants, avaient lu mes textes, donc je ne vous recracherai pas ce que vous avez déjà lu. Je vais vous proposer une autre conférence que j'ai intitulée, vous avez peut-être vu le résumé, « La dialectique de la raison algorithmique », qui est, vous l'avez peut-être reconnu, c'est un clin d'œil qui est fait à l'ouvrage d'Adorno et Horkheimer qui s'intitule « La dialectique de la raison ». Mais mon intention ici n'est pas de faire de l'exégèse d'école de Francfort, mais plutôt
comme je disais, de penser à partir de la théorie critique qui a été développée notamment par l'école de Francfort, les transformations structurelles de la raison instrumentale à l'époque contemporaine, qui est caractérisée notamment, comme vous le savez, par une nouvelle forme, on pourrait qualifier de nouvelle forme de domination qui s'effectue au moyen des algorithmes. Des algorithmes qu'on qualifie souvent d'auto-apprenants et qu'on qualifie d'ailleurs d'intelligence artificielle, alors que, bon, si on remonte un peu dans l'histoire des sciences et des technologies, les modèles sur lesquels sont basés les algorithmes contemporains n'étaient pas considérés comme de l'intelligence artificielle. À l'époque, c'était le modèle connexionniste. J'y reviendrai. Donc, ma présentation va être divisée en 3 parties. Premièrement, je vais présenter justement ce que j'appelle, ou ce qu'on peut appeler la raison algorithmique dans le contexte socio-historique dans lequel la critique de la raison instrumentale avait été développée par Adorno et Horkheimer notamment, c'est-à-dire une époque du capitalisme avancé qui était qualifié par l'école de Francfort de capitalisme d'État ou encore dans certains autres courants, capitalisme monopoliste. On pouvait faire la jonction capitalisme monopoliste d'État qui semblait caractériser cette époque. Deuxièmement, je vais justement partir de la méthode dialectique, justement, qui est celle de l'école de Francfort, méthode qui consiste en une déduction sociale des catégories de la pensée, chercher à montrer comment l'émergence de la cybernétique puis de l'intelligence artificielle qui en découle se situe principalement dans la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on a qualifié un peu d'émergence de la révolution numérique ou informationnelle. Je vais essayer de montrer comment il s'agit dans les faits de ce qu'on peut plutôt qualifier d'une révolution du contrôle. Dans un troisième temps, je vais présenter les transformations structurelles de la rationalité algorithmique dans le cadre contemporain, qui justement, si on les relie à partir des théories des époques du capitalisme, qui est qualifié par certains de capitalisme monopoliste intellectuel. Cette époque se caractérise notamment par le déploiement et l'émergence de toutes les nouvelles technologies qu'on appelle de machine learning, de deep learning, qui sont nécessairement contrôlées par les grandes plateformes que sont les GAFAM. Et je vais finalement conclure en posant la question qui est plutôt d'ordre théorique mais également pratique, qui vise à savoir comment il est possible de repenser une théorie critique de la société dans le contexte des mutations sociétales contemporaines qui sont caractérisées notamment par l'intelligence artificielle. Je vais donc débuter par le premier point de mon exposé qui consiste à introduire la critique de la raison instrumentale qui était développée par l'école de Francfort. Comme je disais, il est nécessaire de situer cette critique dans le contexte historique dans lequel elle a été produite, afin d'éviter justement de transhistoriciser la question de la raison instrumentale, puis de la faire remonter au début de l'humanité. Parce que, effectivement, si on regarde, si on prend le cas principalement de l'ouvrage de Horkheimer duquel je m'inspire, qui s'intitule « La dialectique de la raison », on oublie souvent de dire qu'il s'appuie sur les travaux d'un économiste qui était lié à l'école de Francfort, qui est Friedrich Pollock. D'ailleurs, l'ouvrage est dédié à Friedrich Pollock, qui avait développé une théorie économique, justement, des transformations du capitalisme, dans lequel, le capitalisme d'après-guerre, il décrivait une étape de succession, une série de successions des étapes du capitalisme qui passaient d'un capitalisme libéral du 19e siècle vers ce qu'il considérait comme un capitalisme monopoliste au 20e, puis avec la Seconde Guerre mondiale, Pollock parlait d'une nouvelle forme sociale qu'il qualifiait de capitalisme d'État. Selon Pollock, le capitalisme d'État consistait essentiellement dans le remplacement des mécanismes du marché par le contrôle direct de l'État. Essentiellement, l'objectif, c'était d'arrimer la surproduction du système industriel sur la surconsommation. Selon Pollock, le capitalisme d'État correspond en gros au modèle de l'économie de guerre qui s'est développée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a pris d'une part une forme totalitaire en Allemagne nazie et une forme dite démocratique dans le cadre du New Deal américain. Donc le constat de Pollock,
constat, on pourrait dire, socio-économique qui était posé par Pollock, va quand même poser un sérieux défi au cadre d'analyse marxiste qui était celui de l'école de Francfort à l'époque, parce que, d'après cette analyse, le capitalisme, ce qui est considéré comme étant le capitalisme d'État, serait en mesure de résoudre les contradictions économiques du capitalisme, qui était qualifié, qu'on décrivait à l'époque comme crise de surproduction, crise de suraccumulation, baisse tendancielle du taux de profit, conflit de classe, etc. C'est le contexte à partir duquel réfléchissent justement Adorno et Horkheimer pour développer leur théorie critique de la raison instrumentale. Donc, Adorno et Horkheimer vont dire que le principe de la raison objective qui était au fondement de la pensée des Lumières, c'est-à-dire la capacité des sujets sociaux à se donner des finalités en vue d'une émancipation à la fois individuelle et collective, se trouve à être surplanté dans ce contexte par ce qu'il appelle justement la raison formelle instrumentale, qui procède d'une forme Adorno utilisait le terme d'abstraction nivelante, qui vient réduire toute forme de pensée en calcul et qui soumet les individus à s'adapter à une logique sur laquelle ils se trouvent à n'avoir aucune prise. C'est une logique d'adaptation. Pour Adorno et Horkheimer, cette forme de domination, elle n'origine pas, qu'on retrouve dans les catégories, elle n'origine pas strictement de la pensée ou de la théorie en tant que telle. Il s'agit justement, pour reprendre un terme d'un autre auteur qui est associé à l'école de Francfort, qui est Alfred Sonnrettel, il parle d'une abstraction réelle. Les catégories de la pensée sont des abstractions réelles, dont justement il trouve les fondements dans la pratique de l'échange marchand. C'est à travers l'échange marchand que s'effectue un processus d'abstraction du caractère concret des objets et qui rend possible l'échangeabilité des marchandises. Donc, de l'échange marchand découle une antinomie fondamentale qui est le propre de la pensée, qu'il qualifiait de bourgeoise, qui se présente sous la figure d'un sujet qui est, on pourrait dire, libre de manière abstraite, mais concrètement impuissant. C'est-à-dire qu'il est incapable de transformer un monde qui est réifié, ni, on pourrait dire, de s'y rapporter de manière significative. Donc, l'intention initiale des théoriciens de l'école de Francfort, on pourrait dire qu'elle consiste à sociologiser les catégories philosophiques afin de montrer comment la théorie traditionnelle, ou théorie bourgeoise comme ils l'appelaient, repose sur des catégories réifiées qui se matérialisent dans la technique industrielle moderne. C'est là où on peut trouver justement le postulat selon lequel la technique n'est pas neutre. La technique, c'est de l'objectivation de l'idéologie propre à une société particulière. Donc, on se retrouve, selon Adorno et Horkheimer, dans le contexte justement du capitalisme d'État, dans un monde inversé, c'est-à-dire que les fins se trouvent à être supplantées par les moyens, puisque justement, on pourrait dire le processus de valorisation du capital consiste à reproduire des moyens de production de manière illimitée. C'est la reproduction de manière illimitée des moyens au détriment des fins. Donc, comme je disais, le constat qui était posé par Pollock va conduire les théoriciens de l'école de Francfort à délaisser l'analyse des transformations économiques pour produire davantage une théorie critique de ce qu'ils appelaient la raison instrumentale, où ils voient justement les débuts de ce processus dans la domination de la nature sur l'homme. La domination de l'homme sur la nature, plutôt. Donc, et s'intéresser davantage aux enjeux, justement, culturels. D'où le chapitre important de cet ouvrage qui s'appelle « La production industrielle des objets culturels ». Dans ce chapitre, il y a un passage qui est important, qui dit... En fait, non, c'est dans le premier chapitre de la dialectique de la raison. Donc, dans celui sur les industries culturelles, tout à fait, oui, c'est ça. Je vais citer Adorno et Horkheimer. Ils disent le premier service que l'industrie apporte au client est de tout schématiser pour lui. Selon Kant, un mécanisme secret agissant dans l'âme préparait déjà les données immédiates, de telle sorte qu'elles s'adaptent au système de la raison pure. Aujourd'hui, ce secret a été déchiffré. Il faut rappeler que le schématisme chez Kant a pour fonction d'opérer une médiation.
entre le monde sensible et le monde intelligible. Hein, il s'agit pour Kant d'une fonction de ce qu'il appelle l'imagination transcendantale, qui permet de relier les concepts qui appartiennent les concepts purs de la raison avec les données du monde empirique et sensible. Hein, c'est-à-dire, justement, relier ce qui est de l'ordre de l'intuition sensible en les ordonnant à travers des catégories qui permettent de relier, en fait, la perception avec la signification. Donc, c'est une médiation. C'est donc dire que pour Adorno et Horkheimer, cette fonction de la subjectivité humaine qui, chez Kant, se trouvait être naturalisée, un peu dans l'esprit humain, se trouverait, si on suit la citation, à être occupée désormais par les industries culturelles, qui visent à produire justement une conscience adaptée. Adaptée parce que aliénée, donc conformiste, qui vise justement à maintenir la logique de surproduction puis de surconsommation qui était le propre des sociétés capitalistes avancées à l'après-guerre. On peut dire que, cette analyse-là, c'est un bon départ. Elle reste, somme toute, confinée, on pourrait dire, à la sphère de la circulation des marchandises, parce que, justement, le fondement de leur analyse se base sur, on pourrait dire, le passage de l'échange symbolique, qui était une forme d'échange, somme toute, fétichisée dans les sociétés prémodernes, à une nouvelle forme du fétichisme qu'on retrouve dans l'échange marchand, et qui il se trouve, par contre, à ne pas reconnaître, ou du moins à ne pas analyser, pas que ce n'est pas impossible, mais il n'y a pas d'analyse spécifique, on pourrait dire, de la dimension technique de ce processus. C'est-à-dire que toute forme de médiation inclut une dimension technique. Alors, c'est pour ça que faire une critique de la technique, c'est pas rejeter d'en bloc la technique, parce que la technique est une dimension, on pourrait dire, essentielle de l'activité sociale, mais l'activité humaine et sociale ne se réduit pas à la technique. On retrouve cette analyse chez d'autres auteurs qui n'appartiennent pas nécessairement à la tradition de l'école de Francfort, mais on le retrouve chez un historien de la communication qui est canadien, qui s'appelle Harold Innis, qui a écrit justement un ouvrage qui s'appelle Empire and Communication. Et il montre dans son ouvrage comment les techniques de communication, justement, ne sont pas neutres. C'est-à-dire que pour Innis, elles possèdent un biais. On reviendra sur cette question de biais, justement, parce que c'est un enjeu de discussion important dans les débats qui portent sur l'intelligence artificielle. Chez Innis, les biais, ce n'est pas les biais de race, de genre, de classe, comme on les entend un peu à travers nos analyses contemporaines. Les biais, c'est les biais des catégories de la pensée. Essentiellement, qui sont les catégories fondamentales qu'on trouve chez Kant, celles de l'espace et du temps. Donc, les catégories kantiennes, on va dire a prioriques, celles de l'entendement. Et pour Innis, justement, chacun des médiums, on pourrait dire, est biaisé soit spatialement ou temporellement et permet la monopolisation de la connaissance à une époque donnée. Donc, permet un groupe spécifique ou une classe de prendre en charge, finalement, les structures catégorielles à travers lesquelles s'effectue la pratique sociale. Donc, c'est un élément à apporter qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la théorie critique de l'école de Francfort et qui permet justement de dialectiser les transformations qui se sont opérées pendant la Seconde Guerre mondiale avec les types les transformations techniques, on pourrait dire, des moyens de production et les catégories de la pensée. Donc, il y a une dialectique qui s'opère entre ces trois éléments-là qui est nécessaire de faire, notamment pour comprendre l'émergence de l'intelligence artificielle à partir, d'une part, des premiers travaux qui ont un cours dans le domaine de la cybernétique. Donc, on pourrait dire qu'à partir, justement, de la méthode de l'école de Francfort, que j'ai nommé déduction sociale des catégories, il est nécessaire de saisir, on peut comprendre l'émergence des catégories fondatrices qui sont celles de la cybernétique puis de l'intelligence artificielle. Et quelles sont-elles, ces catégories? Dans le domaine militaire, on utilise l'épigraphe C3I. C3I, c'est communication, contrôle, commande et information.
sont les catégories centrales de la pensée cybernétique qu'on va retrouver par la suite aussi dans l'intelligence artificielle. Et pour saisir ces catégories, justement, il est important de les rapporter dans les mutations, on pourrait dire les transformations institutionnelles qui sont propres à l'époque qu'on peut qualifier de capitalisme avancé ou capitalisme d'État pour l'école de Francfort. Justement, afin de montrer que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, elle peut être qualifiée de type de technologie qui est spécifiquement capitaliste. Et je vais y revenir. Parce que, on peut voir que de manière rétrospective, en même temps que se déployait ce que Adorno et Horkheimer appelaient une massification du schématisme, qui était opérée par les industries culturelles, était également en train de se produire un phénomène d'automatisation de ce même schématisme, qui n'est pas nécessairement analysé par l'école de Francfort et qui correspond à l'émergence d'une nouvelle forme, une transformation structurelle de la raison instrumentale qu'on peut qualifier de raison algorithmique. Premièrement, il faut définir qu'est-ce qu'on entend par algorithme. Un algorithme, la définition traditionnelle, c'est une suite finie de règles à appliquer dans un ordre déterminé en un nombre quelconque de données pour arriver en un nombre fini d'étapes à un résultat, et cela, quelles que soient les données traitées. C'est comme ça, en fait, une recette de cuisine, un algorithme, de manière la plus simple qu'on pourrait l'expliquer, c'est des étapes. C'est une opérationnalisation de la pensée en une série, décomposition en une série d'opérations. Donc, ce qu'on peut appeler raison algorithmique, ça correspond à l'incarnation même de ce que l'école de Francfort appelle la raison instrumentale. Puis comme j'ai dit, sur le plan sociologique, il faut reconnaître que la technique qui repose sur un rapport moyen-fin, c'est ce qui définit la technique, c'est le meilleur moyen pour en arriver à une fin, c'est une dimension essentielle, mais cependant partielle de l'action humaine. Ce qui est l'erreur, finalement, que souvent, beaucoup d'anthropologues vont faire anthropologues de la technique en définissant l'être humain comme tool-making animal, comme producteur d'objets. C'est une dimension essentielle, mais ce n'est pas la seule. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur la genèse historique des algorithmes par un auteur que je vous recommande de lire parce que son ouvrage est intéressant. Il s'appelle Matteo Pasquinelli. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle The Eye of the Master. Justement, où il montre que si on définit les algorithmes comme un processus de résolution de problèmes qui prend la forme d'une série d'instructions qui doivent être suivies d'étape en étape en vue de transformer, on pourrait dire, des entrants en extrants. En anglais, on dit « input-output ». C'est ça ce que vise à faire un algorithme. Il faut reconnaître qu'il existe une certaine forme de raison ou de pratique algorithmique dans l'ensemble des cultures et des civilisations. C'est-à-dire, puis Pasquinelli donne l'exemple qu'il existe, on retrouve quelque chose comme une forme de pratique algorithmique 800 ans avant Jésus-Christ dans un rituel hindou qui consiste à construire un autel en l'honneur du dieu suprême Prajati. Donc, dans cette espèce de rituel, les travailleurs recréent la figure d'un dieu qui prend la forme d'un aigle en alignant 5 couches de 200 briques au moyen d'un ensemble d'instructions, justement, qui sont suivies d'étape en étape. Puis ils font cette procédure-là, justement, tout en récitant des incantations puis des mantras. Et donc, on retrouve ici les premiers fondements de ce qu'un autre historien de la technique qui s'appelle Lewis Mumford, qui a montré justement dans son ouvrage qui s'appelle notamment Technique et civilisation, que l'être humain, avant d'être un tool-making animal, est d'abord et avant tout un être symbolique. C'est-à-dire que chez Mumford, et ce qu'on retrouve dans l'exemple qui est donné par Pasquinelli, c'est que la principale machine, ce que Mumford appelle la méga-machine, c'est l'organisation sociale, c'est les rapports sociaux. Avant d'être
une technique au sens d'une technologie, compris au sens moderne. C'est l'organisation sociale qu'on va matérialiser dans la technique. Et c'est ce qui explique notamment chez Mumford, qui va dire la première méga-machine, c'est les Égyptiens qui l'ont inventée en faisant les pyramides avec un appareillage technique tout à fait rudimentaire. C'était l'organisation sociale qui était le fondement, finalement, de cette machine qui était une machine symbolique parce qu'elle encastrée, justement, dans des rapports symboliques qui structuraient cette pratique. Justement, on peut dire que les premières formes d'algorithmes sont des algorithmes sociaux. Et dans le contexte de ces premiers algorithmes sociaux, ce rapport moyen-fin se trouve à être encastré dans une structure sociale. Il n'y a pas de séparation du rapport entre le moyen et la fin. Le moyen et la fin est enchâssé, comme dirait Karl Polanyi, symboliquement et socialement. Donc, les premiers algorithmes sont des algorithmes symboliques. Et les premiers algorithmes formels apparaissent en Europe au Moyen Âge, dans certaines procédures mathématiques de calcul qui sont inventées afin d'effectuer des opérations administratives. L'origine des algorithmes contemporains proviennent justement des premiers travaux en cybernétique, en informatique puis en intelligence artificielle. Et c'est à ce moment que va apparaître le phénomène, on pourrait dire, d'automatisation des algorithmes. Donc, c'est à cette époque qu'on peut parler d'apparition d'une forme de raison qu'on peut appeler algorithmique, qui émerge justement dans on pourrait dire un processus dialectique de réflexion du sujet avec son objet, avec l'objectivité sociale, et qui consiste essentiellement à produire des abstractions pour résoudre des problèmes qui surgissent, des crises dans lesquelles les sociétés sont confrontées. Et en ce sens-là, on peut dire que les premiers algorithmes automatisés tirent leur origine de ce qu'un historien de l'ère numérique qui s'appelle James Benninger nomme une crise du contrôle. Les premières formes algorithmiques de pensée apparaissent avec la révolution industrielle en grande partie. La révolution industrielle, c'est pour ça que Benninger va dire la révolution industrielle, c'est une révolution du contrôle. D'où l'idée des catégories de la cybernétique, communication, contrôle et commande. Leur origine, c'est la révolution industrielle parce qu'on se trouve avec un problème. Le problème qui est généré par le processus d'abstraction, on pourrait dire, d'une énergie abstraite qui est générée avec la révolution industrielle, abstraction de l'espace, abstraction du temps, donc expansion finalement du contrôle dans l'espace, nécessite d'avoir recours à des outils informationnels pour contrôler ce processus. Donc, on voit que les premières réflexions justement qui vont culminer avec la cybernétique, l'idée d'une information abstraite dans les théories qu'on trouve de Claude Shannon. Il faut historiciser ce processus-là, puis en fait, il débute avec l'apparition de la révolution industrielle, notamment dans les travaux d'un mathématicien assez connu qui s'appelle Charles Babbage, qu'on considère comme un des premiers théoriciens de l'intelligence artificielle, ou un des premiers inventeurs de l'ordinateur. Donc, il a inventé une machine qu'il appelle la machine à différence, qui a inventé justement dans l'ambition d'automatiser le travail de calcul mental qui était effectué principalement par des femmes dans les premières manufactures. Babbage est aussi l'auteur d'un des premiers ouvrages de ce qu'on appelle maintenant du management, ou de la gestion. Un de ses ouvrages classiques, qui est un ouvrage classique en management, s'appelle On the Economy of Machinery and Manufactures, qui a été publié en 1835, où il formule justement les principes qui portent son nom, qui est le principe de Babbage. Et le principe de Babbage s'énonce ainsi: subdiviser le travail permet de ne payer pour une tâche que le salaire le plus faible nécessaire à l'accomplissement de cette tâche. Donc, son objectif, c'est le contrôle de l'activité d'autrui, grâce à la division du travail et de la subdivision des tâches au moyen du calcul. Et ce qui va servir justement à la conception des machines et au modèle d'affaires des entreprises. Puis on pourrait recadrer cet exemple-là pour expliquer le modèle d'affaires justement des grandes plateformes numériques contemporaines.
Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut historiciser l'émergence de l'intelligence artificielle dans la continuité des premiers travaux en cybernétique, dans le domaine de la cybernétique qui apparaissent pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que justement, derrière l'apparente neutralité de cette science qui se définit comme la science du contrôle et de la communication, on retrouve au plan bêtement sociologique le financement de ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, qui cherchait à développer, on pourrait dire, une conception technocratique et dépolitisée des régulations sociales face à la montée de l'attrait pour le communisme ou le socialisme dans les pays en périphérie notamment. En plus de la révolution cybernétique, les développements contemporains, de ce qu'on appelle maintenant le capitalisme de plateforme ou de la surveillance, tirent aussi leur origine d'une autre révolution qu'on peut appeler la révolution managériale, qui est concomitante avec l'avènement des grandes organisations puis des grandes corporations. Parce que c'est important de comprendre cette transformation institutionnelle, puisque, justement, elle correspond, au final, aux transformations socio-économiques qui étaient décrites par Pollock à l'époque. C'est-à-dire passage, finalement, des rapports socio-économiques qui étaient médiatisés par le marché au contrôle qui est orchestré par les grandes organisations, ce qui est le propre des théories managériales. Donc, et c'est aussi à cette même époque, justement, qu'on va développer les premières techniques de marketing qui vont servir, puis qui vont être les premières techniques de gestion puis de contrôle du comportement des consommateurs, première technique de surveillance des consommateurs, en fait, qui vise justement à arrimer la logique de surproduction sur la logique de surconsommation et qui n'est pas très différente de ce qui se fait à l'heure actuelle avec les algorithmes automatisés. C'est seulement qu'on a raffiné, mais c'est la même finalité qu'on retrouve au final. Donc, c'est à cette époque, justement, comme je disais, qu'on voit apparaître ce qu'on peut appeler une raison algorithmique. Il y a un bouquin justement d'un historien des sciences qui s'appelle Hunter Heck, qui montre ce qu'il qualifie lui-même aussi de raison algorithmique, ça émerge dans le contexte de la guerre froide où l'élite technocratique prend conscience que les humains ne sont pas rationnels. C'est le constat qui est fait par l'élite technocratique à l'époque. Vous n'avez qu'à lire les travaux de Walter Lippmann qui dit que les humains ne sont pas rationnels. Et donc, ils ne sont pas en mesure de s'autogouverner tel que le postulent les grandes les théories à l'origine de la pensée des Lumières. Donc, pour les technocrates de l'époque, si les humains ne sont pas rationnels, par contre, on va dire que les choix qu'ils effectuent peuvent être qualifiés de rationnels, et c'est pourquoi pendant la Seconde Guerre mondiale, on va commencer à voir apparaître un brouillage entre des frontières, on pourrait dire, entre ce qu'on appelle l'élément humain, dans les théories systémiques, et la machine, puisque l'humain, comme l'humain est considéré comme peu fiable, il est nécessaire, au moyen des ordinateurs qui apparaissent à cette époque, d'assister sa prise de décision, pour qu'il puisse en venir à faire des choix rationnels. Et ce qu'on va observer justement dans l'évolution des théories, on pourrait dire, cybernétiques, c'est que tendanciellement, ce qui va se produire, c'est d'expulser de plus en plus l'humain de ce que les cybernéticiens appelaient la boucle de rétroaction. Et donc l'objectif, on pourrait dire, politique de la cybernétique, c'est de neutraliser, au moyen du contrôle et de la communication, toute forme de transformation politique de la société. Et puis parce qu'on voit justement que le réductionnisme qu'on retrouve dans la cybernétique, elle correspond en grande partie, il faut comprendre le contexte social dans lequel il apparaît, c'est la société américaine qui, de plus en plus, tend à se définir sous la forme d'une machine. Puis la sociologie américaine, notamment la sociologie fonctionnaliste, celle de Parsons, est un peu une incarnation d'un type de société machinique qui fonctionne selon des boucles de rétroaction. Donc, là où ça pose défi, notamment pour une théorie critique,
notamment celle qui s'inspire de l'école de Francfort, c'est que ce qui est critiqué par l'école de Francfort, c'est les dualismes, hein, qui sont réifiés entre le sujet et l'objet, entre l'individu et la société. Et ce qu'on voit opérer au sein de la pensée cybernétique, c'est une abolition de l'ensemble de ces dualismes-là au profit d'un aplatissement, on pourrait dire, ontologique qui réduit tous les êtres en processus informationnel. Hein? Donc, à cette époque, ce qu'on voit apparaître, c'est justement la fusion entre le raisonnement humain et l'ordinateur à partir des travaux de la cybernétique qui vont par la suite devenir les premiers travaux en intelligence artificielle, en sciences de la décision, en sciences cognitives, et également dans un domaine qui va réunir des mathématiciens, des économistes, qui s'appelle la recherche opérationnelle, hein, qui était menée justement à l'époque par des travaux financés par la Coles Commission, qui était proche de l'armée américaine, qui vont beaucoup s'inspirer des travaux du principal penseur du néolibéralisme, qui est Friedrich Hayek. Hayek va réintégrer les postulats de la cybernétique dans sa théorie économique et va très fortement inspirer, pour dire ce qu'on appelle les technocrates de l'époque, parce que, comme Hayek redéfinit finalement le marché comme un mécanisme de transmission de l'information, la pensée systémiste ou systémique ou technocratique de l'époque va dire, puisque le marché est un système de transmission de l'information, on peut le programmer. On peut programmer la société, on peut programmer le marché. Et c'est ce qu'on retrouve notamment dans les travaux un des principaux inventeurs de l'ordinateur et de l'économétrie actuelle, qui est John von Neumann, hein, qui a écrit un ouvrage qui est Theory of de la théorie des jeux. Hein. Il écrit un ouvrage avec Morgan Stern. Donc, c'est Theory of Games and Economic Behavior, où essentiellement on trouve là les fondements, on pourrait dire, théoriques de plusieurs des algorithmes automatisés qu'on va retrouver dans les plateformes contemporaines, hein, des mécanismes d'automatisation des marchés, en quelque sorte. Et donc, c'est là où on voit que, quand je disais que le contexte social va influencer ou va se matérialiser dans des objets techniques particuliers, c'est là que si on revient dans l'étude de l'intelligence artificielle, il faut reconnaître qu'il y a deux paradigmes. Hein. Vous êtes peut-être au courant qu'il y a deux grands paradigmes qui s'affrontent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le premier, hein, qui a justement voulu se distinguer des premiers travaux en cybernétique, s'appelle l'intelligence artificielle symbolique, hein, qui a la prétention de construire une machine intelligente en modélisant la logique du raisonnement humain, hein, qui prend la forme d'une espèce une logique de prise de décision hiérarchique où on raisonne en arbre, hein, donc qui répond en grande partie aux questions « if or then », puis on réfléchit en arbre. Ainsi, c'est les fondements, on pourrait dire, de l'intelligence artificielle dite symbolique, qui s'oppose à un second modèle, qui est le modèle connexionniste, qui a été écarté à peu près jusqu'aux années 80. Le modèle connexionniste a plutôt, quant à lui, la prétention de calquer la structure du cerveau humain, hein, qui prendrait la forme d'un réseau de neurones biologiques, en vue que l'objectif, c'est que les machines puissent apprendre comme le cerveau humain apprendrait. Donc, l'approche symbolique a été prédominante dans les années 70, on pourrait dire, pas tant parce qu'elle était plus efficace, plus intelligente ou plus rationnelle, mais essentiellement parce qu'elle était davantage adaptée à la logique institutionnelle de l'après-guerre. Le modèle sur lequel on s'est basé pour construire ces intelligences artificielles, c'est la grande pyramidale, qui avait été théorisée par Alfred Chandler, hein, puis un des principaux théoriciens de l'intelligence artificielle, c'est Herbert Simon, qui est aussi un des principaux théoriciens en management. Donc, c'est le fondement de la pensée technocratique de l'époque qui permettrait en partie d'expliquer pourquoi ce modèle a été prédominant et qui a été laissé de côté par la suite
en raison des transformations de la société qui vont être associées principalement à l'idée de réseau qu'on trouvait dans les théories néolibérales. Donc, le second paradigme, qui est le modèle, on va dire, connexionniste, il s'appuie en grande partie sur les travaux. Bon, les premiers travaux sur les réseaux de neurones vont être faits par McCulloch et Pitts, et surtout aussi sur le modèle du perceptron qui a été développé par Frank Rosenblatt. Et Rosenblatt, pour développer son modèle, il s'appuie directement sur la philosophie de Friedrich Hayek, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, va se représenter finalement le marché comme un système de transmission de l'information et l'individu comme un individu qui s'adapte aux signaux qui sont renvoyés par son environnement. Donc, dans ce contexte, on pourrait dire ce qu'ils appellent connaissance, plutôt que de consister en un ensemble de règles formelles qui seraient extérieures au sujet et qu'on retrouverait finalement dans un cerveau humain, comme on l'avait théorisé dans le modèle symbolique. Il correspond plutôt à une association de réseaux des neurones qui ont la prétention de modéliser la perception que les machines ont de leur environnement. Donc, on pourrait dire qu'alors que le modèle symbolique est inspiré en grande partie du dualisme cartésien et du système hiérarchique des grandes organisations, le modèle connexionniste s'appuie sur un pur plan d'immanence qu'on va retrouver dans ce que Boltanski et Capello, les sociologues, appelaient le nouvel esprit du capitalisme, qui se trouve à être matérialisé dans le modèle connexionniste. Et tout ça pour dire que, finalement, les réseaux de neurones artificiels ont été développés puis conçus pour, eu égard, on pourrait dire, à la logique d'auto-organisation qui apparaissait dans les années 70 pour mieux, on pourrait dire, transformer pour mieux capter les transformations sociales et les encoder sous forme d'algorithmes qui ont pour fonction, comme j'ai dit, d'assurer une nouvelle forme de contrôle social. Donc, si on observe les transformations contemporaines, c'est-à-dire passage, j'ai dit, d'un capitalisme qu'on qualifiait de monopoliste ou monopoliste d'État à l'époque contemporaine, qu'on va qualifier justement de capitalisme, certains vont parler d'un capitalisme monopoliste intellectuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les transformations économiques contemporaines, la manière dont on accumule du capital, puis si on observe le modèle d'affaires justement des GAFAM, s'effectue plus du tout, très certainement au moyen d'une concurrence par les prix, comme à l'époque d'un capitalisme libéral, mais plutôt au moyen de ce qu'on appelle des pratiques de prédation, des pratiques de rente, pratiques rentières, qui reposent en grande partie sur ce qu'on appelle l'accumulation d'actifs intangibles. Dans les actifs intangibles, le premier économiste qui a théorisé ça, c'est Thorstein Veblen au 19e siècle, où il parlait justement de l'ensemble des actifs qui permet de récolter des flux de revenus dans le futur puis de ramener du profit au présent. Quels étaient-ils? Les premiers, c'est des brevets, des ententes avec d'autres entreprises ou des ententes avec des gouvernements, qui sont tous des moyens pour sécuriser des flux de revenus dans le futur. Donc, on n'est plus dans une logique, très certainement, de marché autorégulé, mais ce qui est spécifique à l'ère contemporaine, on pourrait dire, c'est que alors qu'on avait justement conceptualisé ou théorisé les actifs intangibles à la fin du 19e, début du 20e siècle, c'était assez marginal dans les économies. Désormais, c'est 95% de la valeur des 5 plus grandes corporations cotées en bourse, c'est-à-dire les GAFAM, qui sont constituées par des actifs intangibles. Donc, on pourrait dire, eu égard à la sociologie économique contemporaine qui essaie de comprendre le monde numérique, que ce qui est la caractéristique de l'époque actuelle, c'est pas tant ce que certains appellent un digital labor ou un travail immatériel, ou encore l'apparition d'une nouvelle forme de marchandise prédictive, comme le dit Shoshana Zuboff dans son livre « Le capitalisme de la surveillance »,
que l'augmentation massive, la valorisation des actifs intangibles. Hein. C'est le cœur du capitalisme contemporain. C'est pourquoi, justement, certains vont le qualifier de capitalisme monopoliste intellectuel. Donc, justement, c'est ce qui permet d'expliquer la montée en puissance des plateformes numériques à l'heure actuelle. On ne peut que le comprendre qu'en raison du phénomène qu'on a appelé de financiarisation de l'économie, où ce qu'on observe finalement, c'est que les principales corporations se trouvent à sous-traiter la production à l'étranger. Tout ce qui est de l'ordre des risques sont externalisés et ce qui est capturé, finalement, c'est des rentes sous forme d'actifs intangibles. C'est le modèle d'affaires des GAFAM. Hein? C'est le modèle d'affaires d'Apple, qui certains vont dire même que c'était un journaliste à The Economist qui disait « Apple, c'est un hedge fund qui vend des téléphones. » Mais il ne produit pas les téléphones. Les téléphones sont faits dans une usine de misère en Chine, mais il agit essentiellement comme un hedge fund. Donc, c'est le sort des corporations financiarisées, puis leur logique d'accumulation, c'est une logique d'accumulation sur des actifs intangibles. Donc, si on suit le modèle, justement, du que certains appellent le capitalisme numérique, hein, le premier modèle, c'est le modèle qui a débuté au début des années 80-90 environ, qui est le modèle Microsoft, qui consiste à créer des monopoles sur la propriété intellectuelle. Et le modèle qui va suivre, qui va apparaître principalement, surtout à partir de la crise de 2008, après la crise financière de 2008, c'est les données numériques, hein, qui vont devenir un nouvel actif intangible. On va parler de data asset en ce sens-là, dans la mesure où l'accumulation des données sont considérés comme des actifs dans la sphère financière et donc peuvent permettre de faire monter la valeur des actifs intangibles de l'entreprise. Et c'est à partir de ces grands ensembles de données qu'on va pouvoir nourrir les intelligences artificielles, ce qu'on appelle les intelligences artificielles à l'heure actuelle, qui sont basées au plan théorique sur le même modèle que le perceptron qui avait été fait par Frank Rosenblatt en 1950. Donc, pourquoi le modèle de Frank Rosenblatt ne fonctionnait pas en 1950? Pour deux raisons. On n'avait pas accès à des gigantesques quantités de données parce qu'on n'avait pas mis en réseau les bases de données et on n'avait pas des ordinateurs assez puissants pour être en mesure de faire fonctionner ces algorithmes. Et c'est ce qui explique que le troisième processus qui vient succéder à l'accumulation des données intangibles à l'heure actuelle, c'est le traitement informationnel. C'est la capacité de computation qui devient la condition de possibilité d'émergence de grands monopoles, ce qui fait qu'on parle beaucoup des GAFAM, mais si on regarde les Large Language Models, sur lesquels fonctionnent ChatGPT et BERT de Google, il y a trois entreprises qui contrôlent en fait le modèle, les grands modèles d'intelligence artificielle à l'heure actuelle, c'est Amazon, Google et Microsoft. OpenAI est justement sous la coupole de Microsoft. Et même Facebook, justement, est un peu largué parce qu'il ne possède pas les grands centres de données qui ont permis de nourrir ce qu'on appelle les Large Language Models. Et ce qui fait en sorte que le processus de monopolisation est passé justement du brevet aux données comme actifs et maintenant repose principalement sur des capacités de computation. Et comme je disais, effectivement, c'est un modèle qui est essentiellement rentier et qui consiste finalement à quantifier, justement, si on reprend l'idée de la raison instrumentale, l'ensemble finalement des activités, quantifier, on pourrait dire l'inquantifiable. Hein, quantification des émotions, des sentiments humains, du jugement, de la créativité, et les transformer, afin de transformer l'ensemble de la vie sociale en données qui deviennent des actifs, qui sont autant de flux de revenus futurs qui sont appropriés par ces gigantesques entreprises. Je pense que je vais devoir aller bientôt vers ma conclusion, parce que je suis passé par un chemin qui me mène le dernier point que je voulais aborder, c'est dans ce contexte-là, comment est-il possible de repenser les conditions de possibilité d'une théorie critique de la société? Hein?
Parce que, comme j'ai dit, avec la domination de ces plateformes monopolistiques, on assiste au passage d'un ce que l'École de Francfort appelait un capitalisme monopoliste d'État vers ce qui a été appelé un capitaliste monopoliste intellectuel. C'est un économiste italien, Ugo Pagano, qui a inventé ce terme-là. Ce qu'on observe, finalement, c'est que si on regarde l'histoire de l'évolution, ou du moins l'évolution de l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, elle n'est pas neutre, puis elle est très fortement liée aux transformations du capitalisme, puis elle est très fortement teintée par le processus de rationalisation qui avait été effectué par les économistes à l'époque. Ils ont toujours été partie prenante de la conceptualisation de ces algorithmes-là. Et ce qu'on observe, c'est que les économistes qui ont inventé les premiers systèmes d'intelligence artificielle, si on peut les appeler ainsi, qui visaient à rationaliser la production et la prise de décision d'acteurs qui étaient considérés comme non rationnels, grâce au financement de l'armée américaine en grande partie. Maintenant, ils travaillent pour les grandes corporations du monde numérique. Donc, capitalisme monopoliste d'État financé par l'armée américaine. Et on se retrouve dans un nouveau mode de financement de la recherche où ce n'est plus nécessairement l'armée ou l'État, on pourrait dire au sens large, qui est le principal source de financement. Et un des exemples qui m'avait sauté aux yeux, c'est que Amazon, l'entreprise Amazon, embauche plus d'économistes que la Réserve fédérale américaine. Parce que leur rôle, essentiellement, c'est de modéliser des algorithmes de prédiction des comportements en vue de susciter l'achat puis d'arrimer la surproduction sur la surconsommation. Puis d'ailleurs, si vous regardez, ce qui fait en sorte que la statistique, qui était la science de l'État, est en train désormais de passer aux mains des grandes corporations. Parce qu'ils possèdent davantage de données que les bêtes recensements que faisaient les États pour essayer de comprendre les comportements des citoyens d'un État donné. Et donc, on est dans un nouveau, on pourrait dire, l'émergence de l'intelligence artificielle contemporaine, puis son déploiement, puis son développement, se fait dans une transformation d'un nouveau régime de production de la connaissance, qui était, comme je l'ai écrit tout à l'heure, celui du capitalisme d'État, qui était somme toute étatique, vers un nouveau modèle de production de la connaissance qui est essentiellement privatisé, qui consiste en une privatisation de l'ancien monopole de la connaissance qui était centralisé autour des États et des universités publiques à l'époque. Donc, la principale caractéristique des plateformes, on pourrait dire qu'elle consiste à privatiser les marchés. Les marchés sont désormais privatisés sous la forme d'enclaves, dans lesquelles on ne peut pas sortir, puis où s'effectue le contrôle entre l'offre et la demande. Et c'est le propre de la plateforme, finalement, d'être une espèce d'hybride. Certains vont dire que c'est un hybride entre l'État et le marché, mais très certainement, c'est un hybride entre la logique organisationnelle de la grande corporation et la logique du marché qui a une prétention à l'horizontalité. Donc, ce qui vise à créer les plateformes, c'est de, théoriquement, régler un des problèmes qui avait été posé par Friedrich Pollock, l'économiste de l'École de Francfort dont je vous avais parlé au début de ma présentation, qui est, à ma connaissance, un des seuls penseurs ou théoriciens près de l'École de Francfort qui a réfléchi sérieusement à la question de l'intelligence artificielle. Il avait produit une étude qui s'appelait les conséquences sociales de l'automatisation, où il disait les machines peuvent pratiquement tout faire dans l'économie, excepté acheter les biens qu'elles produisent. Et c'est un peu le fantasme actuel de, par exemple, Amazon, qui vise à produire des algorithmes qui anticipent les achats avant même qu'on les fasse, et dans leur délire un peu les plus mégalomaniaques à livrer le tout par drone et compagnie. Donc, on se trouve dans cette espèce de fantasme d'automatisation de la production et de la consommation. Et c'est ce qu'on fait justement dans ce qu'on appelle la conception algorithmique des marchés automatisés, qui vise à automatiser cette consommation. D'ailleurs, la plupart des grandes firmes, que ce soit Google, Amazon, Yahoo et compagnie, ont
embauché des économistes pour programmer les marchés. Chez Google, c'est Al Varian, qui est un économiste behavioraliste qui a constitué le modèle qui vise à monétiser les données. Et donc, chacune de ces grandes entreprises ont des économistes en chef qui visent à automatiser les marchés. Et quand on parle justement de capitalisme monopoliste intellectuel, il faut dire que ces grandes firmes ont acheté la plupart de tous les chercheurs en IA qui collaborent ou travaillent pour les grandes entreprises, ce qui fait que c'est à l'heure actuelle pratiquement impossible de faire de la recherche en intelligence artificielle sans être lié d'une manière ou d'une autre avec les grandes entreprises de type GAFAM, pour la simple et bonne raison que si tu n'es pas lié à eux, tu n'as pas accès aux données, puis tu n'as pas les capacités de computation pour traiter ces données-là. Et donc, on pourrait dire, en plus, avec l'apparition des nouvelles IA génératives de type ChatGPT, ce qu'on observe, c'est justement une tentative de privatiser puis d'automatiser le langage. Et qu'on intègre à même les institutions d'enseignement, que ce soit du primaire à l'université, sous une logique d'adaptation, parce qu'on dit on n'a pas le choix, c'est là, on doit s'adapter. Mais le danger derrière tout ça, effectivement, c'est que le langage, on pourrait dire, la principale médiation symbolique qui permet l'expression d'une expérience significative pour l'être humain, qui se trouve à être réduit en code informatique. C'est le passage, finalement, de la langue vers le code. Puis le code ne signifie rien. Il n'exprime pas une société particulière. C'est un pur langage autoréférentiel. Et c'est ce qui en vient, je vais en venir à ma conclusion, parce que j'avais dit que j'allais parler 1 heure, ça doit faire 1 heure. Mais ça revient justement à transformer le langage en une série d'opérations statistiques et de calculs probabilistes qui se trouvent à être marchandisés. Et ce qui faisait dire à Max Horkheimer dans L'éclipse de la raison, que la probabilité, ou mieux encore, la calculabilité remplace la vérité. Parce qu'effectivement, les algorithmes de type fondés sur le modèle connexionniste ne fonctionnent qu'en fonction de corrélation. Pour en arriver à la probabilité qu'apparaisse, par exemple, le prochain mot à partir du mot que j'ai écrit, c'est purement des corrélations entre des masses de données. Et donc, on vient désubstantialiser le langage et le privatiser. Et tout ça pour dire, je vais terminer là-dessus, c'est que on pourrait dire à l'ère d'un capitalisme de plateforme où les grandes corporations comme les GAFAM se trouvent à programmer le social, voire même, je dirais, à transformer la société en système. Et c'est les fondements même, finalement, de nos sociétés qui se trouvent à être ébranlés, les fondements démocratiques de nos sociétés. Leur logique de programmation automatisée se trouve à dissoudre ce qui perdurait encore de monde commun. Donc, votre cours porte sur l'espace public et l'IA. Il n'y a pas d'espace public sans, a priori, quelque chose comme un monde de signification partagée. Puis c'est là, effectivement, le principal problème qui surgit pour développer une théorie critique de la société. Parce que si la société se trouve à être décomposée en un système composé strictement de monades ou d'atomes auxquels on offre des recommandations personnalisées, c'est la condition même de la possibilité de la critique qui se trouve à disparaître. C'est-à-dire que la théorie critique, la critique de la société, son a priori, c'est qu'il existe une totalité qui s'appelle société, sans quoi c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il faut défendre la société au sens pas seulement d'un système d'oppression,
mais reconnaître qu'il y a, dans le fondement même des sociétés, des principes normatifs. Puis le premier, c'est la solidarité. Hein? C'est ça qui se trouve être ébranlé par le développement des logiques algorithmiques contemporaines. Je vais m'arrêter là-dessus parce que je pense que je dois vous laisser du temps pour poser des questions. Merci. C'est bon. Alors, merci beaucoup. C'était une présentation très riche qui nous a expliqué en détail, avec une perspective en plus historique, sur comment l'intelligence artificielle est intimement liée aux mutations du capitalisme, donc avec des mécanismes de privatisation, etc., de rente, qui font que on sent bien une menace qui pèse sur l'épanouissement d'un espace public qui permettrait d'assouvir la critique et juste la possibilité de pouvoir de manière réflexive penser le monde social. Et une des grandes questions qui nous est directement venue, c'est finalement tout simplement comment réagir, comment refaire système, Refaire société contre le système. Comment, dans un monde où on sent bien qu'on est traversé par justement toutes ces technologies qui ne sont bien évidemment pas neutres, mais qu'on utilise pourtant paradoxalement à des fins de critique de ce monde-là. Donc voilà, c'est le service pour la queue. Donc finalement, oui, quelle part d'agentivité nous reste? Est-ce qu'on doit être dans une posture de fuite ou d'utiliser ces instruments comme partie prenante de la démarche d'enquête? Donc c'est une question qui nous est venue comme ça. Est-ce que c'est vraiment possible en fait de reprendre le contrôle et de se réapproprier ces technologies du numérique qui se retrouvent entre les mains des géants du capitalisme? Et si c'est possible de reprendre le contrôle, de quelle manière? En fait, c'est cette question d'agentivité qui nous je comprends. En fait, c'est un peu la question de Lénine, que faire? Je m'appelle pas Vladimir Ilyich. Non, je blague. Mais est-ce qu'on prend plusieurs questions ou C'est une question complémentaire. Oui. Et ces entreprises envisagent de créer par exemple des centrales nucléaires qui seraient dédiées au fonctionnement même de ces nouveaux Donc en soi, même si on extermine ce qu'on envisage de sortir l'être humain et la société du système, la demande d'énergie de ce système lui-même vise nous-mêmes de mettre de toute façon le système lui-même vers c'est une impasse énergétique. Puis d'ailleurs, Google a reconnu cet été qu'il n'allait pas être en mesure d'atteindre ses objectifs verts en raison des gigantesques, les large language models, parce que déjà, avant, il y avait les data centers qui drainent énormément d'énergie, donc qui ont fait en sorte qu'on est obligé de rouvrir des mines au charbon aux États-Unis pour faire fonctionner ces trucs-là. Au plan énergétique, c'est une impasse. C'est-à-dire, puis l'impasse, elle est dans nos politiques publiques où on est en train de juxtaposer deux transitions, transition écologique, transition numérique, qui est le plus gros mensonge à l'heure actuelle et qui consiste essentiellement à externaliser
notre mode de vie impérial qu'on veut maintenir sur le dos des populations des pays étrangers, des pays qu'on appelle maintenant du Sud global, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais essentiellement c'est ça. Au plan énergétique, c'est une impasse. Et ça, c'est au plan matérialiste tout à fait vrai. Mais ça ne règle pas la question qui a été posée ici. En fait, ça vient la court-circuiter. mais pour le reste, effectivement, sur la question purement de la technique qu'on doit quand même poser, c'est-à-dire, on est face à un problème qui est celui du tube, de la pâte à dents qu'on a sortie du tube, et qu'il est impossible de rentrer par la suite. Parce qu'on est pris avec ces machines. On ne peut plus retourner en arrière. C'est difficile de concevoir. C'est-à-dire qu'un monde sans ordinateur, c'est impossible. C'est logiquement. Donc, il faut apprendre, il faudra effectivement quelque chose comme, en fait, vous parlez d'usage, réinstrumentaliser la technique, la ramener comme un outil, parce qu'à l'heure actuelle, c'est une machine. Une machine, c'est quelque chose sur lequel on a perdu la mainmise. Hein? Le concept d'émancipation, c'est ex manu capere, perdre la mainmise sur la chose. L'émancipation, le capitalisme, c'est un système d'émancipation de l'humain, c'est-à-dire qu'il s'émancipe de l'humain. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, on pourrait dire, c'est l'aboutissement, le stade ultime du capitalisme, parce que son fantasme, c'est de s'émanciper. Quand tu transformes l'outil en machine, l'outil, c'est quelque chose qu'on manie. La machine, c'est un processus qui vise à décomposer l'action humaine et la rematérialiser dans un processus automatique. Et là, le danger, moi, je pense, de l'intelligence artificielle, c'est pas tant qu'elle est intelligente et puissante. C'est bête, hein? Les systèmes sont bêtes. Même si on nous fait croire qu'il y aura une intelligence, la singularité. À l'heure actuelle, je pense que pour faire la critique de l'intelligence artificielle, on ne doit pas rentrer dans le terrain, voici dans l'avenir, mais ici, maintenant. Une des réponses, effectivement, c'est au plan écologique, c'est non viable. Mais l'autre danger, c'est notre propre soumission face à la machine. C'est-à-dire notre abrutissement et sa réification dans les processus automatisés de prise de décision. Puis si on fait le parallèle avec justement l'automatisation qui a eu cours pendant la période industrielle, ce qu'on a objectivé dans la machine, c'est la dissolution de la capacité d'agir de l'artisan, hein, qu'on a décomposé. Donc, l'artisan produisait finalement l'ensemble d'un objet, d'un outil, donc avait un savoir-faire technique. Ce savoir-faire technique a été déqualifié puis a été réifié dans la machine. Le danger, c'est qu'on est en train de le faire pour la pensée. C'est qu'on réduit nos capacités cognitives à n'être finalement que des capacités de calcul, de computer. Hein? Pour une intelligence artificielle, penser, c'est calculer. Et l'être humain ne se réduit pas à ça. Ce qui explique en grande partie pourquoi, au plan philosophique, il y a un très bon argument pour dire c'est impossible l'intelligence artificielle. Parce que pour penser, ça prend un corps. Au plan phénoménologique, on pense d'abord avec le corps. Et par la suite, on va rationaliser, on va de manière réflexive penser. Et le fantasme en fait, c'est la raison pour laquelle le premier modèle symbolique d'intelligence artificielle ne pouvait pas fonctionner. Parce que c'était purement un modèle de pensée qui se faisait sans humain. Hein, c'était la réduction de la pensée à un ensemble de calculs. La seconde est plus traître. Le modèle connexionniste a une prétention, Hubert Dreyfus disait heideggerienne. On voulait faire le connexionnisme pour répondre à la critique qui avait été faite par Dreyfus. Il disait, nous, notre modèle, il est heideggerien parce qu'il est dans le monde. Alors, la thèse Heidegger, c'est on pense parce qu'on est dans le monde, et c'est ce que cherchent à faire à l'heure actuelle les intelligences artificielles, c'est-à-dire elles ont la prétention d'être dans le monde. Comment? En étant branchées sur Internet. Et ce qui voudrait dire que l'intelligence serait sur Internet. Alors que de quoi se nourrissent ces machines?
en grande partie de bêtises, qui n'ont pas été validées par des êtres humains, etc. Puis un des problèmes, justement, des limites des algorithmes à droit prenant à l'heure actuelle, qui est craint par les informaticiens, c'est que les intelligences artificielles attrapent la maladie de la vache folle. Au sens où la vache folle, c'est lorsqu'on les animaux mangeaient de la viande contaminée, puis se nourrissaient, puis se reproduisaient. Donc, le danger est là. Mais donc, pour répondre à la question, c'est de dire, en fait, le danger, c'est d'abdiquer en disant « il faut s'adapter ». Moi, je pense qu'il est là le problème. Puis dans le discours actuel, notamment sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les écoles, moi, c'est là où je vois un sérieux problème. Puis je pense qu'on peut résister. Là. Première chose, c'est résister à la logique de la dynamique d'adaptation et dire, puis quand les grands de la technologie ont dit, il y a 2 ou 3 ans, il faut faire un moratoire. Mais ça ne marchait pas du tout parce que c'était un moratoire qui était demandé par Elon Musk et compagnie pour justement prendre le temps qu'ils reconstruisent. Mais pourquoi ce moratoire ne viendrait-il pas justement de la société? Hein? La solution, c'est de repolitiser la technique. C'est là l'enjeu. C'est de le repolitiser pour faire en sorte qu'on puisse prendre le temps de comprendre ce qu'on fait. Ce qu'on ne fait pas à l'heure actuelle, parce qu'on est à rebours d'une dynamique d'accélération sur laquelle, finalement, on doit strictement s'adapter sans réfléchir à ce qu'on fait. C'est la première chose. Puis par la suite, repolitiser la technique et repolitiser les processus de production de la connaissance auxquels tous nos systèmes d'éducation se trouvent à être complices à l'heure actuelle, dans la mesure où les chercheurs qui travaillent pour l'intelligence artificielle sont souvent financés par les gouvernements et également par les grandes entreprises. Tout ça, c'est un régime institutionnel qui doit être cassé et devrait être ramené sous contrôle public, démocratique et non étatique comme se le fait en Chine, qui n'est pas la solution. Donc, effectivement, il est où le mouvement social en vue de s'opposer à ça, à demander des moratoires? J'en vois pas à l'heure actuelle, alors qu'il me semble qu'il s'agit d'un enjeu crucial qui doit être pensé conjointement avec l'enjeu écologique à l'heure actuelle. Transition, on doit s'opposer à l'idée de transition numérique et transition écologique. Et cette conjonction. Il y avait 2 questions. Je ne sais pas qui avait levé la main en premier. Ah, on n'est pas déjà des post-humains? Votre argument, c'est « nous sommes déjà des transhumanistes ». Pas encore. C'est presque ça, disons. Moi, on a tous le téléphone dans la poche, ouais. On y vit au travers. Ouais. C'est un peu trop tard. Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop tard pour faire la grève des téléphones. Je veux dire, pourquoi on ne le fait pas? Puis ça ne veut pas dire de tout jeter aux poubelles. J'ai dit, on ne peut pas. C'est là. Mais il y a quand même des manières de penser et de dire, puis je pense qu'un des principaux obstacles à l'heure actuelle à la mobilisation sociale, c'est le numérique. Le numérique, c'est un gigantesque, merveilleux outil de circulation de l'information, mais c'est un piètre outil d'organisation sociale parce qu'il existe, en fait, il fonctionne qu'en termes de moyens, puis il empêche de réfléchir sur les fins, les finalités au plan idéologique. Et tous les mouvements qui se retrouvent à consacrer toute leur énergie sur TikTok, Facebook et compagnie, se trouvent à être pris dans une logique opérationnelle de gestion plutôt qu'une logique de réflexion sur les finalités. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir de l'ère numérique, mais ça veut dire de remettre le numérique à sa place. Qui est un pur outil, donc c'est ça, réinstrumentaliser, c'est de le remettre à sa place, puis faire en sorte qu'il est au cœur de l'ensemble de nos activités, parce que c'est là où ça régule l'ensemble de nos comportements, puis de manière très insidieuse, parce qu'on n'a pas le choix. Je suis venu ici en Suisse, puis si je n'avais pas eu ça, je ne me serais jamais rendu.
Parce que mon billet d'avion, mon accès au Wi-Fi, ma capacité de prendre le transport en commun, j'étais obligé d'avoir ça. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. C'était assez fascinant. Puis donc, la première chose, moi, je pense, c'est faux de dire qu'on est tous... On peut quand même concevoir qu'il est possible d'aménager d'autres modes de communication, ne serait-ce que par la parole, par la communication langagière directe, qui me semble beaucoup plus efficace, utile, à des fins politiques. D'autant plus que, bien, effectivement, sinon, on est dépendant de Facebook, de Google et compagnie, puis c'est la grosse contradiction avec laquelle on se retrouve à l'heure actuelle, alors que quand est apparu l'Internet, on croyait que ça allait être un gigantesque, merveilleux outil démocratique, en réseau, etc. Ça a duré 2 ans, cette utopie. Assez rapidement par la suite, mais ce qu'on a vu, c'est que c'était un modèle de commercialisation. En fait, dès l'entrée, en 1995, c'était un projet industriel. Et donc, le modèle mythique, c'était lorsque l'Internet ou ses ancêtres se retrouvaient dans les universités, hein, et structuré par une logique normative et institutionnelle très forte, qui était la culture universitaire. Et la culture universitaire qui était basée sur l'idée de l'open science, donc refus de commercialiser les savoirs, une espèce d'universalisme, une pensée critique, sans conflit d'intérêts, etc. Donc, comment est-ce qu'il est possible de réinstrumentaliser? C'est qu'il faut ramener une logique institutionnelle et normative qui régulerait la pratique numérique. Et à l'heure actuelle, elle est beaucoup trop teintée par encore une idéologie libertarienne de l'autorégulation qui était plus ou moins fausse, hein, puis qui a mené à un monopole, à une logique de monopole, parce que c'est un monopole de facto. Le modèle d'affaires, des effets de réseau, c'est simple, c'est bête. Hein, le réseau, plus tu as de gens connectés à un réseau, plus tu as d'intérêt à être connecté au réseau, donc plus de manière naturelle, il va devenir un monopole. Donc, monopole des réseaux sociaux, Facebook, monopole des engins de recherche Google, parce que ça fonctionne sur des effets de réseau. Donc, ça devrait être réinstitué comme des services publics ou des communs, nommons-les comme on veut, mais très certainement pas laissé aux mains d'un pseudo-libre marché qui n'en est pas un. Il y avait un monsieur là. Deux questions très courtes. La première, c'est, je ne suis pas sûr d'avoir entendu cette référence dans votre bouche, mais pour plusieurs des choses que vous avez dites qui m'ont fait penser à propos de Cédric Durand, pardon, dans Techno-Féodalisme. Mais ça m'aurait intéressé de savoir si effectivement il y a ces convergences que j'ai cru entendre. Ça, c'est la première question. Puis la deuxième se rapporte à... Bon, alors j'ai été très marqué par le fait qu'au cours de votre exposé, la médiation politique était totalement absente. Je ne l'ai pas entendu du tout. Tout à coup, elle est revenue en force dans la discussion avec beaucoup d'incitants. Alors la question qui me vient là, c'est comment vous la pensez, cette médiation politique? Parce que vous dites que ça ne va pas être très pratique. À quelle échelle est-ce qu'on la pense? Est-ce qu'on la pense à l'échelle du village? Est-ce qu'on la pense à l'échelle de la planète? Si on la pense à l'échelle de la planète, comment est-ce qu'on s'auto-organise à l'échelle d'une planète? Si on s'auto-organise à l'échelle d'un village, comment est-ce qu'on a une efficacité au-delà du village, etc. Oui, il me semble que le problème de la médiation politique, c'est précisément qu'aujourd'hui, elle est tellement enchâssée dans tout ce que vous avez écrit, qu'elle ne jouit plus d'aucune autonomie par rapport à tout ça, et donc elle n'a pas de moyens, de ressources pour s'auto-organiser. C'est bien, implicitement, c'est bien ce que vous disiez dans votre remarque, c'est qu'au fond, la société a perdu les moyens de son auto-organisation à la faveur de sa captation quasi totale par le marché cocktail, qui effectivement fonctionne à la computation et pas à la pensée. Donc c'est la computation qui s'est emparée des processus sociaux et qui nous domine ici. Je simplifie un petit peu. Donc du coup, comment penser cette médiation politique? Moi, je ne parviens plus à avoir un début de réponse par rapport à cette question. Quant à moi. C'est pour ça que... C'est justement pourquoi je suis incapable d'en parler.
Parce que justement, ce qui caractérise le passage à la régulation, appelons-la algorithmique, c'est le court-circuitage des médiations politiques et symboliques par la logique de régulation algorithmique. C'est son court-circuitage puis son dépassement. Et je dirais que c'était son intention fondamentale dans la Deuxième Guerre mondiale. C'était le père Dubarle qui avait écrit un article classique dans Le Monde qui s'appelait « On a inventé la machine à gouverner », en parlant de la cybernétique en 1948, je crois. Puis l'intention du Dubarle était plus ou moins techno-utopiste, où on ne sait pas trop où se situait, mais c'était clairement là. C'est le court-circuitage des médiations symboliques et politiques par la logique algorithmique. C'est assez bien dans le vocabulaire qui s'est traduit par le passage du gouvernement à la gouvernance. Le gouvernement fonctionnait selon une logique de pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir, c'est la capacité d'agir sur la norme qui régule la pratique. Donc, prend la forme d'une loi ou peu importe, norme sociale. Le contrôle, c'est la logique de gouvernance. C'est le court-circuitage du pouvoir au profit d'un agir immédiat sur les individus, sans médiation. Donc, où est la médiation politique là-dedans? Bien, le fantasme, c'est de la faire disparaître. Puis c'est le fantasme depuis longtemps, parce que c'était le cœur même de l'idéologie californienne sur laquelle on a bâti tous ces empires de la Silicon Valley. Donc, quand vous me posez la question, où la retrouver? C'est difficile à répondre. Mais je ne partage pas un peu la naïveté anarchisante de croire qu'il sera possible de combattre ces entités sans s'appuyer sur une puissance qui peut minimalement être aussi puissante que ces entités, c'est les États. Ce qui ne veut pas dire réifier l'État puis retourner à un système maoïste, léniniste. Mais en fait, c'est le seul lieu que je vois qui aurait la capacité. Et après, on peut bien le démocratiser, le transformer, le détruire s'il faut bien. Mais je ne vois pas comment il serait possible de confronter les puissances qui sont en train de détrôner, qui sont maintenant plus puissantes que les États eux-mêmes, sans passer par une puissance qui aurait minimalement la capacité puis je pense même pas la réguler. Moi, je pense pas que c'est possible de réguler. De réguler ces puissances-là, il faut se les réapproprier. Donc le capitalisme est notre destin? Ben, j'espère que non. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut l'arrêter, mais par quel outil institutionnel sera-t-il en mesure de le faire? C'est ce que je dis. Je vois pas comment serait-il possible de le faire sans y opposer. Bon, d'une part, c'est ça, il faut que tu aies un mouvement social assez énergique pour faire pression sur les institutions publiques, mais ça prend quelque chose comme des institutions publiques qui permettrait, c'est l'expropriation de Google, comment ça va se faire? Oui, Durand. En partie, je m'inspire de Durand et aussi d'autres auteurs qui gravitent auprès, dont une chercheure qui s'appelle Cecilia Recap, qui a écrit un bouquin très intéressant sur le capitalisme monopoliste intellectuel. Durand est intéressant. Le seul enjeu, moi, que j'ai un problème chez Durand, c'est pourquoi ce retour au féodalisme. Je pense pas que c'est... Oui, non, mais ça tient pas au sens de juste d'explication du monde actuel, du monde contemporain, puis le ramener, je pense que c'est purement stratégique pour dire, regardez, le capitalisme n'est plus nécessairement progressiste comme à une certaine époque, il est retourné à une phase féodale, un peu à la manière dont Habermas pouvait dire, c'est une réféodalisation de l'espace public. Je pense qu'en ce sens-là, ça peut être intéressant. Mais, l'argument que moi j'ai compris que Durand pour utiliser ce terme, c'est que ça revient à ce que vous avez appelé l'errance, la captation d'errance, qui repose purement sur un rapport de domination. Oui. Je te domine, donc je peux faire toutes tes activités. Tout à fait. Mais, sauf que l'élément qui manque dans cette analyse de la rente, en fait, c'est que c'est une logique de compétition intercapitaliste, où on retrouve en haut les rentiers et au bas de l'échelle, ceux qui produisent encore de manière très classique de la plus-value et qui sont hyper exploités parce que ces grands rentiers ont externalisé
le processus classique de production. Donc, c'est pour ça que j'aime pas le terme de féodalisme, parce qu'on est dans une dynamique hyper capitaliste. Et d'autre part, si on regarde le mode de fonctionnement des géants de la tech, ils sont pas dans une logique rentière passive. Ils sont extrêmement actifs. Ils font énormément de recherche et de développement pour pouvoir se maintenir dans leur position. Parce qu'ils doivent créer constamment des barrières à l'entrée pour empêcher qu'il y ait des compétiteurs, etc. Donc, ils sont pas dans une logique... Parce que souvent, le rentier, on le critiquait en disant « c'est un parasite ». Hein? Ils investissent pas, mais regardez ce que font les GAFAM, ils investissent énormément. Donc, le terme de féodal n'est pas très approprié pour expliquer cette logique-là. Le seigneur féodal était si passive que ça. Mais ça, c'est une autre... Ah, ouais, oui, il allait à la guerre, mais il n'était pas dans une logique d'exploitation basée sur l'augmentation perpétuelle de la production. Ça ne retrouve pas ça dans le système féodal. On s'en va à la guerre, plutôt. Merci. Développement cognitif, justement, neuronal, le TDA et compagnie, et ça aura des effets automatiquement sur la prise en charge sociale de ces gens-là, qui ne seront pas non plus très aptes à faire des bons consommateurs, finalement, parce qu'il y aura des problèmes de mise. Des fois, ces retards-là, c'est difficile à rattraper après, surtout dans des personnes socialement mises à l'écart. Bien, ça c'est tous les neuropsy qui ont travaillé là-dessus. Desmurget, je pense, la fabrique du crétin digital, je crois, qui montre assez bien que le cerveau humain des jeunes enfants est somme toute, comment ils appellent plastique, mais il y a des étapes qui passent, puis brancher un enfant sur un écran en très bas âge, ça nuit à ses connexions neuronales, puis il ne pourra pas jamais rattraper ce modèle-là, cette capacité cognitive plus tard, ce qui fait que c'est devenu un enjeu de santé publique. Hein? Et on commence bien en retard à le reconnaître que c'est un problème de la même sorte que, le tabac a été reconnu comme un problème. Et c'est devenu... mais c'est très tard parce qu'il y a encore un techno... enthousiasme dans le monde pédagogique qui disent qu'on doit constamment mettre des... Alors que les enfants de Steve Jobs, ils n'ont pas de tablette. Hein? Il n'y a pas de tablette dans leur école. Et là, c'est effectivement... ça, c'est le plus grand danger. Puis, j'avais fini un des articles que je vous avais envoyé justement sur une citation d'Ellul qui disait que... J'aimais bien, je ne me rappelle plus si je lis ici, mais il disait, en gros, pourquoi est-ce que ça apparaît comme une fatalité, cette technique? Essentiellement parce que c'est le discours qu'il présente comme étant super puissant, qu'il présente comme tel, et donc on va faire que, justement, on va préparer les jeunes de l'avenir à être dans ce monde-là pour faire en sorte qu'ils sont incapables de penser à un autre monde que celui-ci parce qu'on leur a appris que celui-ci qui existe. Il est là le danger. Ce n'est pas la puissance de la technique, c'est la fermeture de notre capacité, de nos imaginaires sociaux à penser à autre chose qu'un monde comme celui-là. Et l'école devient le lieu d'une expérimentation et d'une instrumentalisation par ces entreprises-là qui m'apparaît quasi criminelle. Moi, avec la pandémie, je suis d'ailleurs sur un projet de recherche là, qui évalue de manière très empirique l'entrée des plateformes dans 3 secteurs d'où je viens, au Québec, qui sont un peu les socles de ce qui restait d'État-providence, c'est la culture, la santé puis l'éducation.
Et quand j'ai vu que mon fils, je sais pas, en deuxième année, qu'ils avaient, pour interagir avec les enfants, les élèves, intégré une plateforme qui s'appelle Classe Dojo, qui était faite par des économistes behavioraux, essentiellement basés sur des théories de l'intelligence émotionnelle ou peu importe, qui sont de nouvelles idéologies de la Silicon Valley, qui fonctionnent par punition, récompense, renforcement avec des petits trucs de gaming, etc., où les données des comportements sont agrégées dans un serveur aux États-Unis et où la firme dit, c'est clairement une start-up, il dit, pour l'instant, on ne vend pas vos données, mais on ne sait pas une fois qu'on va être acheté, parce que c'est le modèle d'affaires de ces start-up d'être acheté, où est-ce que ça va se ramasser? Puis personne ne pose de questions, personne dit, maintenant tout fonctionne avec les logiciels de Teams. Moi, à l'université, on passe notre temps à nous brancher sur Microsoft, sachant très bien qu'on est en train de nourrir les algorithmes, parce que ça se ramasse sur les serveurs de Microsoft, puis c'est à partir de ça qu'on constitue les algorithmes. Donc, on est là impuissant face à ça. Je comprends là, la logique de résistance politique minimale, elle devrait être là. C'est dans les écoles, pourquoi on est tous branchés sur ces machins-là. Ça m'apparaît antinomique avec la vision de service public de l'éducation, puis deux, l'idéal d'émancipation par la connaissance qui était celle justement des Lumières. C'est une logique d'abdication. Donc, quand on parlait, c'est quoi il me semble que dans plusieurs endroits, il y aurait lieu de se questionner puis de mettre en place des résistances politique, c'est-à-dire on a un déficit du vouloir plus que d'autres choses à l'heure actuelle. On a un manque dans le vouloir. Je vous ai intimidé. Oui? De développement cognitif neuronal chez des enfants, et comme par hasard, ces enfants qui sont liés, c'est par exemple justement des personnes uniquement qui maîtrisent plutôt en plus le langage, on est fou devant les écrans parce que la personne est en train de faire des ménages, elle va faire concrètement, c'est ça, et c'est ces personnes qui sont victimes de ça, comme on vient de le dire, c'est pas les enfants de classe qui vont aller dans des écoles qui vont effectivement assurer a priori leur développement avec un tas d'autres choses, c'est des personnes qui à la base sont dans des milieux sociaux défavorisés souvent. Et les études cliniques seront disponibles. Donc, non, mais je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est pernicieux, c'est qu'on pense que c'est l'accès numérique qui crée ce désavantage, alors qu'en fait, c'est plus le fait que certains ont accès, enfin certains sont soumis plus au désavantage, alors que d'autres, avec la même utilisation, sont soumis, enfin, ils bénéficient que des avantages de cette utilisation. Moi, je vois effectivement les deux choses aussi. Ce qui est déterminant là-dedans, en fait, c'est la revue sociale. Parce qu'une autre forme de maîtrise, ce serait de ne pas avoir accès à ces connaissances. D'ailleurs, il y a plein de solutions qui sont posées dans le sens où il faudrait démocratiser l'accès aux connaissances et que ça aiderait à réduire ces inégalités. Et donc, je finis sur une question peut-être. Je me demandais si on n'était plus dans ce cadre-là, où c'était plus utile cette démocratisation des connaissances, parce que c'est plus les connaissances qui font la domination, mais plutôt, ce que vous avez dit, plutôt la mathématisation, la calcul, donc plus un savoir-faire numérique
Oui. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement au plan individuel d'accès à la connaissance, c'est la société dans son ensemble qui est dépossédée de ses capacités réflexives dû au fait de la mise en place de mécanismes sur lesquels on ne comprend même pas le fonctionnement. Demandez à n'importe quel ingénieur informatique de vous expliquer pourquoi le résultat a été fait. Il n'est pas capable. Parce que le processus de calcul, de machine learning, de rétroaction est tellement complexe qu'on n'est pas capable de le comprendre. Ce qui est arrivé auparavant avec le crash financier, qui était un des premiers de 2008 et compagnie, qui était une logique algorithmique qu'on ne comprenait absolument pas. Parce qu'il fonctionnait c'était en grande partie du trading automatisé, etc., qu'aucun humain est capable de contrôler assez rapidement. Donc, comme société dans son ensemble, on a délégué les processus de prise de décision à des mécanismes qu'on ne comprend même pas. C'est ça le drame. Et qu'on ne sera probablement jamais capable de comprendre parce que fondamentalement ésotérique. Donc, c'est une aliénation de notre savoir théorique de manière plus fondamentale. C'est le savoir théorique qui est aliéné. Et face à ça, il faut réhabiliter l'importance de la connaissance théorique, de la connaissance comme outil d'émancipation pour ne pas justement... Puis le danger est là, c'est que si la machine peut le faire tout seul, pourquoi serait-il nécessaire d'apprendre? Et là, c'est là que va venir notre propre soumission. Lorsque on va enseigner, puis ça commence, j'ai vu là, dans les universités, on accepte maintenant, je sais qu'au Québec, c'est le cas, que les étudiants remettent leur travail fait par ChatGPT, tant et aussi longtemps qu'ils indiquent les prompts qu'ils ont indiqués. Vous savez, les prompts, là, c'est les... Donc, ça veut dire qu'on est en train de former des gens dont la fonction serait de former des esprits à être des purs prompteurs qui regardent des machines. Parce qu'ils disent, c'est ça, le boulot du futur. Ça va être un opérateur de machines cognitives. Ça, c'est le summum de l'aliénation. Qui est semblable, finalement, à l'opérateur machinique de l'époque industrielle, qui avait perdu ses capacités de faire son travail. Et il est là le réel enjeu, effectivement. Puis que ça rentre dans les écoles, c'est problématique. Parce qu'on ne comprend même pas comment ça marche. Puis ça ne sera même plus nécessaire. Donc, on va s'abaisser. Puis c'est là où on n'élèvera plus les êtres par la connaissance, mais on va les maintenir dans un pur statut d'opérateur fonctionnel de machine cognitive. Donc, c'est l'aliénation du savoir-être, savoir-faire, savoir théorique, ce que Bernard Stiegler appelait la prolétarisation généralisée. Ça, c'est très intéressant. Quand on compare les anciens travaux, quand j'arrive à lire les travaux qui ont été faits au 19e, au début du 20e, avec des personnes qui citent, dans le domaine universitaire, qui citent des choses de tête. Alors après, on va se dire, est-ce que c'est correct? On se rend compte que la citation, ils l'ont faite de tête parce qu'elle n'est pas tout à fait correcte. Ouais. Ils utilisent ça, c'est des processus de mémorisation. Pour eux, ça ne leur pose pas de problème de donner la référence, plus ou moins. Mais ils étaient capables de le faire. Ouais. Aujourd'hui, on a des systèmes justement de référenciation, de référence. Et d'un point de vue disons, épistémologique, on n'ose plus faire des approximations de référence. Et moi, ce qui m'amuse plutôt, ce que je trouve plutôt admirable, c'est plutôt la personne qui est capable de donner une référence approximative dans le cadre de son travail, même si, par curiosité, je vais aller voir, vérifier si la référence est vraiment ce qu'il cite. Mais j'admire, je suis plutôt admiratif de la capacité de ces personnes à se rappeler à peu près une référence plutôt que de donner une référence. Mais ça, c'est le problème simondien de Simondon. C'est l'externalisation, parce qu'on a toujours eu des machines à externaliser. L'écriture est la première forme technique d'externalisation.
mais qu'on était en mesure par la suite de se réapproprier, donc de se réindividuer. Le problème du numérique, c'est une externalisation sans individuation. Et donc, ça ramène à la citation d'Horkheimer sur le schéma, d'Adorno-Horkheimer sur le schématisme. On n'est plus dans une massification du schématisme, mais plutôt dans son automatisation qui fait en sorte qu'on est incapable de réindividuer ce processus d'externalisation qui est constitutif de toute forme de connaissance. Hein? On raisonne avec des techniques depuis que l'humain existe. C'est Jack Goody qui écrit La raison graphique. C'est une forme de raison qui a rendu possible tout un processus civilisationnel parce que, bon, la raison graphique, l'écriture, rend possible le fait de faire des listes, des processus de raisonnement et donc la condition de possibilité, de la politique et compagnie. Et là, dans le passage de la raison, moi j'appelle algorithmique, mais d'autres vont dire computationnelle, c'est que ce processus d'externalisation n'est plus réintégré socialement. Et là, le problème. Et comment faire? C'est ça l'enjeu. Au plan technique, mais au plan, finalement, ce n'est pas une question technique, c'est une question sociale. On arrive à la fin de la séance. Il y avait une dernière question. Que ce soit par rapport à ce qu'on met et ce qui sort, mais du coup, est-ce qu'il y aurait une solution dans l'être humain qui devient technique, justement transhumaniste, pour prendre le pouvoir sur cette technique, il faut devenir technique? C'est la thèse des mouvements transhumanistes qui sont près de la Silicon Valley à l'heure actuelle. C'est-à-dire, c'est de renoncer à tout ce qui a fait de l'humanité ce qu'on a été jusqu'ici en raison d'un décalage par rapport à une technique. Donc, renoncer même à notre libre arbitre. Parce que les transhumanistes disent, de toute manière, les études scientifiques montrent que les êtres humains sont complètement déterminés. Donc, le libre arbitre, c'est une pure illusion. Et dans ce contexte, comme nous avons produit une technique qui est devenue hyper puissante puis à laquelle on n'est pas en mesure d'être au même niveau, il suffit de devenir des machines. C'est ce que Gunther Anders appelait la honte prométhéenne. Hein? Le fait de voir devant soi des machines si parfaites que de vouloir dire, finalement, d'avoir honte de ne pas être soi-même une machine. C'est une voie de possibilité. Et c'est une question ontologique fondamentale. Est-ce que les conflits politiques des prochaines années ne seront pas structurés entre ceux qui disent, abdiquons de ce qui a fait de nous notre condition humaine, dans toutes ses difficultés, ses torts, versus les transhumanistes. Puis c'est devenu un mouvement politique assez fort, Elon Musk. Elon Musk, d'ailleurs, utilise à l'heure actuelle Donald Trump essentiellement à des fins d'instrumentalisation, parce que les Trumpistes ne sont pas particulièrement des transhumanistes, ils sont peut-être des bigots racistes ou que vous voulez, mais ils ne sont pas transhumanistes, ils sont même anti-grande corporation pour une espèce d'idylle libérale de Tocquevillien, à la limite, mais version facho. Mais il y a dans, du moins aux États-Unis, tout qui circule près des Google et compagnie, ne serait-ce que Ray Kurzweil, qui est devenu ingénieur en chef pour Google, qui est un des grands penseurs de la singularité, qui sont tout à fait qui vont dans cette voie-là, c'est-à-dire l'extermination de l'individu, au profit d'une intelligence collective, mais intelligence collective qui se base sur la disparition de l'intellect particulier. Donc, c'est l'automatisation du général intellect, aurait dit Marx dans les Grundrisse. Mais moi, je ne pense pas la voie que je préconise. En ce sens-là, au plan ontologique, je suis plutôt conservateur. C'est ça. Donc, c'est pas ce que je dis. Hein. Non, surinterprétez-moi pas. Je dis surinterprétez-moi pas. Ah, non, c'est pas ce que je dis. Je dis, c'est pas ce que